Bonsoir, nous allons découvrir ensemble les titres qui seront développés dans cette édition. Nous reviendrons tout d'abord sur la campagne de vaccination en cours. Le ministre d'État s'est rendu aujourd'hui au centre de vaccination accompagné du ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger. Nous irons voir comment les restaurateurs se sont adaptés aux nouvelles mesures sanitaires mises en œuvre depuis lundi, avec notamment la fermeture des établissements le soir, et de quelle manière les monégasques et résidents ont accueilli eux aussi ces aménagements en raison du contexte sanitaire. Le navigateur Boris Herman sera avec nous en duplex depuis l'océan Atlantique. Après avoir passé le mythique Cap Horn, il est désormais dans la dernière grande ligne droite de retour vers les Sables d'Olonne et reste dans le peloton de tête pouvant prétendre à la victoire. Il nous dira comment il gère ses derniers jours de course. Les basketteurs monégasques, quant à eux, s'apprêtent à disputer leur premier match du top 16 en Eurocup dans la poule de Nanterre, Badalone et Malaga. Stéphane Brun, le consultant basket d'RMC Sport, sera notre deuxième invité. Il nous détaillera les forces en présence. Mais ouvrons tout d'abord un large volet portant sur la lutte contre la Covid-19 à Monaco. Le ministre d'État a rencontré aujourd'hui les équipes qui sont mobilisées au centre de vaccination à l'espace Léo Ferré. Le 5 janvier, souvenez-vous, nous suivions les premières vaccinations réalisées ici au cœur de l'espace Léo Ferré, car cet espace est centre de dépistage d'un côté et de l'autre, centre de vaccination. La semaine dernière, 640 monégasques et résidents ont été vaccinés. Depuis plusieurs jours, le personnel suit donc une logistique précise. Chaque geste compte, comme a pu d'ailleurs le constater le ministre d'État Pierre Dartout lors de cette visite sur site. Il était accompagné par Didier Gamerdinger et Georges Marsan. Plusieurs réactions qui sont très positives et qui d'ailleurs sont confirmées par les échos que l'on peut avoir de l'ensemble de la principauté. Premièrement, on a un local qui se prête parfaitement bien à cette opération. Deuxièmement, c'est très bien organisé. Le flux des personnes qui viennent se faire vacciner, tout cela s'organise très bien, s'enchaîne très bien, les différentes phases s'enchaînent, s'articulent. Et puis troisièmement, les équipes sont très motivées, très compétentes. Je salue d'ailleurs la présence de médecins, parfois même des retraités, qui viennent nous aider pour que ce grand processus de vaccination soit parfaitement bien réussi. Hier lundi, 265 vaccinations ont été réalisées. Aujourd'hui mardi, plus de 235. Des données qui n'incluent pas les vaccinations du personnel soignant au centre hospitalier Princesse Grace. Il n'y a pas que les chiffres, bien sûr, il y a la qualité de l'opération, la prestation en elle-même, et tout cela est essentiel sur le plan qualitatif. Il faut que les gens sachent qu'ils viennent ici en toute sécurité. Parce que aussi, il ne faut pas arrêter de le dire, il faut le répéter, il faut se faire vacciner, c'est extrêmement important. Nous devons tous nous faire vacciner, c'est l'essentiel. Le vaccin n'est pas obligatoire, chacun le sait, mais il faut se faire vacciner absolument. C'est vital pour nous, mais aussi pour tous les autres qui nous entourent. Des vaccinations qui ont lieu sur rendez-vous après qu'un courrier ait été envoyé. Sachez d'ailleurs que ce courrier est adressé en fonction de l'âge du bénéficiaire. Pour le moment, ce sont les personnes âgées. Des vaccins seront aussi administrés le samedi matin. Le couvre-feu généralisé à 19h a entraîné certaines modifications d'horaire pour plusieurs événements. À commencer par le spectacle de Stéphane Bern, Vous n'aurez pas le dernier mot, qui aura lieu finalement jeudi à 15h au Théâtre Princesse Grace. Un seul en scène drôle, littéraire et historique au ton décalé. Changement d'horaire également pour la conférence L'érotisme dans l'art qui se déroulera samedi à 15h à la bibliothèque Louis Notary. Le thé littéraire mercredi 20 janvier se tiendra à 16h. Le diocèse de Monaco vous informe aussi que le Happy Hour with God du service des jeunes, qui devait avoir lieu demain, mercredi en présentiel à 19h, aura lieu finalement à la même heure, mais uniquement sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook et YouTube des Jeunes Cathos Monaco. Le prince Albert II a participé hier au One Planet Summit. Organisé par la France, ce sommet réunissait des leaders internationaux autour d'une question majeure, la préservation de la biodiversité. Lors de la session consacrée à la protection des espaces marins et terrestres, le prince Albert II a évoqué l'exemple de 2 initiatives développées en Méditerranée avec le soutien de sa fondation,
The Med Fund, qui œuvre à la préservation des aires marines protégées, et Bimed, dédié à la lutte contre la pollution plastique. Et depuis lundi, en raison de l'aggravation sanitaire, les restaurateurs n'ont plus la possibilité d'ouvrir le soir. Comment se sont-ils réorganisés? Comment s'adaptent-ils aux mesures en vigueur? Réponse dans ce reportage de Christine Datomel et Serge Prémont. Face à une augmentation des cas de Covid-19 et des hospitalisations en principauté, le gouvernement princier a été forcé de durcir les mesures sanitaires en avançant l'heure du couvre-feu à 19 h et en demandant aux restaurateurs de fermer leur établissement le soir, mais en autorisant les livraisons à domicile jusqu'à 21 h. On travaille avec le service de livraison Mr. Room Service, mais bon, c'est pas suffisant honnêtement. Là, comme je le disais à votre collègue, on n'est pas à New York, donc c'est pas le même résultat. Voilà. On travaille, mais on travaille voilà, juste avec les résidents, avec les gens, les travailleurs, mais à Monaco, il n'y a pas que nous. Il y a plus de 100 restaurants et donc vous imaginez bien que ce n'est pas facile. Voilà. Depuis lundi donc, les restaurants restent ouverts pour le service du midi uniquement en ayant le droit de servir seulement les salariés et les résidents monégasques. Des nouvelles mesures contraignantes mais salvatrices. Ça se passe, c'est un petit peu plus compliqué. L'avantage c'est qu'on est resté ouvert, qu'on travaille comme on peut avec les moyens du bord, enfin les moyens du bord. Ça nous permet de toucher toujours notre clientèle habituée. Et par contre, c'est un peu plus difficile avec les gens des alentours où ils ne pourront pas venir manger. C'est sur réservation essentiellement, donc déjà on fait une première approche par le téléphone. Et après, c'est vrai que quand ils arrivent, on est obligé de demander la carte soit de séjour, la carte d'identité ou le permis de travail. Comment réagit la clientèle ? Alors, il y a ceux qui comprennent et toujours ceux qui ne comprennent pas, mais bon, généralement, ça se passe bien. Et il y a qui accepte de bon gré, quelqu'un qui fait la petite grimace, mais c'est ça, rien d'autre à faire. C'est toujours l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Nous, on est contents de pouvoir le faire, on aimerait mieux faire plus que ça. Ce que je pense que peut-être serait envisageable, ce serait de ne pas être trop limité dans la fermeture de 14h30. Si on pouvait travailler surtout le week-end, 1 heure en plus l'après-midi, parce qu'il y a des gens qui reportent leur sortie au restaurant du soir, ils le font à midi. En ce début de semaine, 13 nouveaux cas positifs ont été enregistrés à Monaco, 26 personnes sont prises en charge au centre hospitalier Princesse Grace et 116 personnes sont suivies à domicile. Le bilan sanitaire de la principauté s'élève donc à 1070 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire. Et après la mise en œuvre de ces aménagements, couvre-feu à 19 h et fermeture des restaurants le soir, Alexandra Pagny et Lionel Bernardi sont allés vous demander si vous compreniez ces nouvelles mesures préventives. Il était temps et c'est tout à fait normal. C'est sûr, il faut le faire parce que ça devient dramatique maintenant. Enfin, il y a eu trop de monde la semaine du jour de l'an. Ça se comprend. Il faut comprendre qu'on a envie à un moment donné de demander aux gens de peut-être de moins se regrouper et après faire un petit peu plus attention. On espère voir le bout du tunnel et puis il a l'air d'arriver. Si c'est les dernières mesures qu'il faut prendre pour s'en sortir, autant les prendre maintenant, comme ça on n'aura pas à le regretter plus tard. Malheureusement, ce qui nous arrive nous entraîne à prendre plus de précautions et puis il n'y a pas le choix, quoi. Il n'y a pas le choix, il faut qu'on se sorte de ça au plus vite. Donc s'il faut reconfiner, s'il faut prendre des mesures plus sévères, eh bien on sera bien tous contraints de le faire et il faut aller de l'avant, quoi, c'est tout. Voilà pour ce dossier consacré à la lutte contre la Covid-19. Dans l'Atlantique à présent, la course est plus que jamais relancée. Le peloton de tête du Vendée Globe Challenge est presque dans un mouchoir de poche dans l'immensité de l'océan. Et parmi les leaders de la course figure Boris Herrmann. Le skipper du Sea Explorer monégasque est à un peu plus de 100 km seulement du leader. Nous l'avons joint alors qu'il navigue au large du Brésil. Bonsoir Boris Herrmann. Bonsoir. C'est la dernière ligne droite. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Alors, il reste quand même quelques jours, mais vous avez adapté votre stratégie de course depuis le passage du Horn? Écoutez, c'est pas qu'il y a des jours où on ralentit parce qu'on n'est pas à l'attaque. On est dans une régate depuis jour 1 et la différence, c'est que dans le sud, j'ai beaucoup plus lutté et souffert.
Et aussi parce que je sentais que je ne pouvais pas avancer le bateau aussi bien que je voulais. Et donc là, c'est plus fluide, la mer est plate, il y a une petite brise et on avance mieux. On a aussi un grand coup de chance avec la situation météo où les avant-postes sont ralentis. Moi, depuis mon 9e place ou 11e place au Cap Horn, j'ai pu revenir. Je suis à 60 000 du leader maintenant. Lorsque l'on regarde la cartographie à l'instant présent, il y a un grand boulevard qui semble vous conduire vers les Sables d'Olonne. Vous êtes vraiment tous au coude à coude. Est-ce que l'adrénaline est tout de même différente par rapport à la longue traversée des mers du Sud ? L'adrénaline s'est baissée, ça c'est sûr. Donc je peux respirer plus parce que dans la pétole, comme ça, il n'y a pas de risque permanent de casser, de taper, de faire en erreur. C'est vraiment reposant. Je croise les doigts que le vent ne se baisse pas plus parce que le moment où le bateau commence à devenir jouer des vagues et il n'y a pas suffisamment de vent pour tenir la route, là ça devient très, très stressant quand même. Vous avez franchi il y a quelques jours le mythique Cap Horn. Qu'avez-vous ressenti ? Au Cap Horn, j'étais un peu déçu parce que j'aurais préféré le voir. J'ai rien vu, j'étais dans une grisaille, dans une tempête. J'étais aussi dans une misère parce que ma grand voile était abîmée gravement. C'était peut-être les 48 heures les plus dures de cette Vendée Globe. Parce que j'ai vraiment ce frayeur, ce peur qu'une raison technique pourrait m'arrêter et pas autoriser... pas rendre possible de faire aboutir ce projet. Tout ça a vraiment dominé cette expérience et j'ai pas trop pensé au Cap Horn. On le sait, rien n'est jamais acquis jusqu'au dernier moment, jusqu'au passage de la ligne d'arrivée. Mais votre objectif de départ, si j'ai bonne mémoire, c'était d'être dans les 10 premiers. Vous touchez du doigt plus que jamais votre objectif. Oui, mon objectif n'a jamais changé. Être dans les 10 premiers, on a vu au Cap Horn, j'étais 11e, c'est pas toujours une chose qui s'installe naturellement, il faut la défendre. On est toujours parti pour jouer cette régate aussi, pas que pour faire une aventure, mais de plus en plus pendant la course, j'ai réalisé la régate c'est une chose et la course, cette énorme aventure de faire le tour du monde. Il y a du jeu et c'est du plaisir. Là, on a une vraie régate et ça c'est génial. Dans quel état est le bateau après quasiment les 3 quarts de course ? Le bateau est dans un bon état, je dirais. Il n'y a pas de problème majeur qui reste. La grande voile, je suis confiant. Et là, si j'ai pas de mauvaise surprise, le bateau peut vraiment finir une belle course comme ça. Vous avez créé un groupe WhatsApp avec vos autres principaux rivaux. L'ambiance était jusqu'à présent détendue, c'était place à la solidarité. Est-ce que maintenant la compétition a repris le dessus, y compris dans vos échanges ? C'est étonnant, j'aurais imaginé la même chose, mais en fait elle reste vraiment détendue. Ceux qui communiquent, c'est vraiment les outsiders. Entre guillemets, qui se trouvent maintenant sur les avant-postes ici. Nous, on partage nos soucis, nos douleurs, nos envies et nos problèmes. Donc, on se raconte quelle voile est abîmée, on se raconte quel problème, combien de vent on a, qu'est-ce qu'on imagine de faire. Ça, c'est vraiment un grand plaisir, cet échange très solidaire. Boris Herman, merci. Nous vous laissons filer vers les Sables d'Olonne. Un grand merci, bonne journée, bonne soirée, salut. Frédéric Hélion est de retour pour un point info pratique, circulation notamment. Première information, Patricia, concernant la rue Platy. Le sens unique de circulation est inversé jusqu'au vendredi 30 avril à 19 h entre les numéros 51 et 29 bis. La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits. Toujours rue Platy entre les numéros 26 et 4. Sachez également que demain, mercredi, la bretelle de sortie de l'échangeur 56 et l'A500 en direction de Monaco seront fermées de 21 h à 22 h pour des travaux de maintenance et d'inspection d'ouvrage.
De la circulation au sport auto, la transition est toute trouvée. Sébastien Loeb et Daniel Elena ont dû abandonner sur le Dakar. Pour leur 3e participation à cette épreuve mythique, le duo franco-monégasque a été contraint à l'abandon après une nouvelle journée galère sur l'étape 8 hier. Peu épargné par les pépins depuis le début de ce Dakar, avec des problèmes mécaniques, de nombreuses crevaisons et même une panne de leur camion d'assistance, Sébastien Loeb et Daniel Elena n'ont pas pu terminer la spéciale. Le top 16 de l'Eurocup attend les basketteurs monégasques. Après leur qualification, ils sont dans une poule où se trouve un club français, celui de Nanterre, et 2 clubs espagnols. À quoi peut-on s'attendre? La tâche pourrait-elle être aisée pour la Roca Team ou au contraire délicate? Frédéric Elion, notre spécialiste basket, a demandé au consultant d'RMC Sport Stéphane Brun s'il était optimiste ou non pour les basketteurs monégasques. Bonsoir Stéphane Brun. Bonsoir. Stéphane, le top 16 d'Eurocup, ça débute demain, mercredi soir pour Monaco avec un déplacement à Nanterre. Les 2 autres adversaires de la Roca Team dans le groupe E, eh bien, ce sont 2 équipes espagnoles, Malaga et Badalone. Quel regard vous portez sur cette poule? C'est une poule pas facile, très compliquée. La doublette Badalone-Malaga, ce sont des équipes de haut niveau. Le championnat espagnol est peut-être ce qui se fait mieux en Europe actuellement. C'est 2 équipes espagnoles qui jouent vite avec beaucoup d'adresses à 3 points. Donc ça dénote un petit peu avec le jeu monégasque qui lui est très axé sur la défense. Ça peut être compliqué pour la qualif. Dans tous les cas, si on veut voir Monaco passer, il y a 2 matchs à prendre, aller-retour, c'est contre Nanterre. Malaga et Badalone, on peut les mettre dans le même panier? Vous les mettez vraiment dans ce panier de candidats au titre? Oui, même si je pense très clairement que la Virtus Bologne est le candidat numéro 1 pour gagner cette compétition. Et eux en ont fait aussi un objectif parce que ça leur permettrait de rejoindre l'Euroleague automatiquement. C'est une équipe moins ronflante sur le papier que la Virtus ou que le Lokomotiv Kuban-Krasnodar, mais ce sont 2 équipes qui jouent très bien au basket. Mentalité espagnole avec beaucoup de passes, beaucoup de vivacité, beaucoup de jeux en première intention. Ça tire énormément à 3 points avec des hauts pourcentages d'adresse des 2 côtés. Donc, ce sont 2 équipes qui, si on les laisse jouer, eh ben, on en prend 85-90. Et je sais que ce n'est pas la philosophie de Zvezda Mitrovic, qui est la deuxième meilleure défense de la compétition. Donc, ça va être 2 styles totalement opposés. Mais je sais que les Monégasques sont capables de leur rentrer dedans physiquement. Ils ont des armes pour faire déjouer ces 2 équipes espagnoles. Et Nanterre, c'est un peu du coup l'outsider de la poule. Ils aiment bien d'ailleurs les Franciliens avoir ce statut-là. Bon, on connaît les forces de l'équipe, hein, ça peut prendre feu à 3 points à tout moment. Vous l'avez dit, c'est absolument, il faut prendre ces 2 matchs pour espérer la qualif pour la Roca Team. Ouais, aller-retour, il faut absolument gagner au Palais des Sports Maurice Thorez et s'imposer à Monaco parce que Nanterre est censée être la moins forte équipe de la poule et je ne suis pas sûr que Nanterre puisse aller gagner à Badalone et que Nanterre puisse aller gagner à Malaga. Donc, c'est se mettre, je pense, une épine dans le pied que de lâcher un des matchs aller-retour face à Nanterre. Mais attention, parce que Nanterre connaît bien la compétition. Je suis bien placé pour savoir que sur un soir, ça peut faire péter n'importe quelle défense, même si les historiques montrent que Monaco, en général, face à Nanterre, s'en sort plutôt bien. Donc, c'est victoire obligatoire en ouverture du top 16 pour espérer justement prendre une des 2 premières places. Et Monaco, on l'a dit, autant les 3 autres équipes ont un profil vraiment très offensif, ça shoot beaucoup. À Monaco, la clé, c'est la défense. Et pour passer, il faudra essayer de limiter les équipes à au moins 70-75 points, c'est ça? Exactement, ce sont 3 équipes qui sont au-dessus des 80 points et je crois que pour Malaga, ça frôle les 88 ou les 89 points par match. Cette équipe de Monaco, elle est peut-être un petit peu short en roster. Je crois qu'il n'y a que 9 joueurs parce qu'il n'y a pas de recrues encore. Pour remplacer Carrington notamment et Rebic qui était Exactement. Qui est parti. Exactement. Alors peut-être qu'il va y avoir un nouveau joueur. C'est une équipe qui n'est pas très grande par la taille aussi, mais c'est une équipe qui est très athlétique, qui met de la vitesse, qui peut changer sur beaucoup d'écrans, qui est dure. Parce qu'il y a des joueurs comme D-Bost, comme Marcos Knight, Damien Inglis, Wilfried Yeguete, des garçons qui sont dans la dureté. Il va falloir impacter les équipes adverses. Je pense que Zvezda Mitrovic est plutôt près du texte en ce qui concerne le scouting et l'étude des équipes adverses. Mais il ne va pas falloir se tromper de match. Si à la fin du premier quart, il y a 27-24, ce n'est pas un match qui peut aller dans le sens des Monégasques. Donc, si on tourne aux alentours des 70-75 points, je pense que Monaco va être
très souvent proches de la victoire. Dernière question, Stephen, vous avez parlé pas mal de membres du roster monégasque, vous évoquez la dureté, il y a aussi l'impact de Mathias Le Sort à l'intérieur, qui est l'une des vraies recrues phares, qui fait beaucoup de bien, ce CV Euroleague, équipe de France. Voilà, ça peut être une des clés, l'activité de Mathias sur ce top 16 ? C'est vrai que Mathias Le Sort, c'est un pivot de petite taille aujourd'hui dans le basket moderne, 2m3, 2m4, mais très athlétique, très dynamique, toujours en activité. Et il fait un vrai chantier. Il va y avoir des vrais duels. On passe en Tetomic du côté de Badalone. C'est pas du tout la même façon de jouer. En Tetomic qui est très grand, très technicien de haut panier. Il va y avoir un vrai duel aussi avec Alpha Kaba à Nanterre, un garçon qui est aussi dans les airs. Mais Mathias Le Sort, c'est une des clés pour tenir la raquette, pour sécuriser les deuxièmes chances, pour pas donner de rebonds offensifs aux adversaires. Et puis c'est surtout un vrai energizer dans sa manière de se comporter. Quand il va claquer un ou deux dunks, quand il va mettre des contres, ça donne de la vie un petit peu, et de la vie. Aujourd'hui, dans les salles, il n'y en a pas beaucoup, donc on essaye de trouver un petit peu d'énergie à travers des attitudes, et Mathias Le Sort peut être le leader sur ce point-là. Stephen Brun, merci beaucoup de nous avoir bien consacré ces quelques minutes sur Monaco Info, et on vous souhaite un bon top 16 et une bonne Eurocup sur RMC Sport. Merci à vous, bonne chance la Roca Team pour le top 16. Merci. Et avant de refermer ce journal, les prévisions météo pour la journée de mercredi. Grand soleil de prévu toute la journée mercredi, Patricia, avec très peu de vent. Cela entraîne forcément une légère hausse des températures. Avec 5 degrés le matin et 11 l'après-midi, le soleil se lèvera à 8h pour se coucher à 17h17. Mercredi 13 janvier, nous fêterons les Yvettes. Merci, et nous nous quittons avec les photos du jour. Manuel Vitali a assisté lundi soir au transfert d'immenses palmiers du Grimaldi Forum jusqu'au quartier de Fontvieille. Il était accompagné d'une équipe de Monaco Info dont vous pourrez découvrir le reportage demain dans notre édition de 19h que j'aurai le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité. Très belle et douce soirée à tous.